Eh bien, bonjour à tous. Nous voici rendus au deuxième épisode de cette nouvelle saison sur la conscience. Alors, avant d'écouter et d'apprécier à sa juste valeur la mise en scène audacieuse de cet épisode, je vous convie à lire le texte de Platon qui se trouve à la page 24, très court texte. Donc, page 24 de votre manuel. Vous lisez ce texte avant d'entendre la suite de cet épisode parce que je vais le commenter. Bien. Alors, qu'y a-t-il dans ce texte? Je vous rappelle ce que nous avons vu sur la pensée chez Platon, la pensée qui est un dialogue intérieur de l'âme avec elle-même, mais attention, je vous avais fait remarquer qu'il y a une différence entre ce que dit Socrate et ce qu'écrit Platon. Dans le texte qu'on a déjà vu, Socrate dit que la pensée est une réalité intérieure, sauf que Platon fait parler Socrate et fait dialoguer Socrate. Donc ça veut dire que dans ce texte, Platon corrige un peu ce que disait son maître. Oui, la pensée est un dialogue, mais la pensée est un dialogue réel, c'est-à-dire que nous ne devrions pas faire ce que nous faisons en ce moment. Mais on n'est pas platonicien, ça tombe bien. Donc, on va quand même s'intéresser à une deuxième manière dont Platon va comprendre la pensée, celle qu'il nous donne dans le texte du Phédon. Alors, le Phédon raconte une espèce de grand mythe, à savoir le fait que l'âme est guidée par deux chevaux, un cheval fou et un cheval sage, et puis le cocher, ma foi, il essaie de se débrouiller pour que les deux fonctionnent bien l'un avec l'autre. Ça veut dire que l'âme est agitée chez Platon par des désirs, ce qu'on appelle en grec l'épitumia, c'est une espèce de désir sauvage, irrépressible, animal, on va dire. Et puis il y a l'autre cheval, qui est un cheval très sage, le cheval de la raison. Alors, il faut se souvenir de ça, pourquoi? Parce que dans le texte que nous lisons aujourd'hui, il y a un point essentiel dans ce texte. Alors si vous l'avez lu avant, à mon avis, vous ne l'avez pas vu, ce point essentiel. Pourquoi? Parce que la traduction est un peu bizarre et que lorsqu'on a le grec en face du nez, ça va un peu mieux. Quel est ce point essentiel? Eh bien, c'est l'idée que lorsque l'âme passe par le corps pour se rapporter à autre chose qu'à elle-même, bien ma foi, ce à quoi elle se rapporte va être à l'image de ce corps, c'est-à-dire que ce à quoi elle se rapporte va être fluctuant, va être soumis à la transformation, etc., etc. Bref, à ce qu'on appelle en philosophie le devenir. Ce que l'âme peut connaître à travers le corps et par le corps, ce sont des choses qui ne sont pas éternelles. Mais attention, éternelles, ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui restent ce qu'elles sont à travers le temps. Je peux bien, par exemple, je peux bien essayer de comprendre, de voir ce que sont les astres. Je contemple le ciel étoilé, ça c'est très très bien, ça me donne une idée de l'immensité, ça me donne une idée peut-être d'une certaine stabilité de l'univers, oui, mais les astres ils changent. C'est-à-dire que ce changement est lent, certes, ce changement se produit de manière pas tout à fait intuitive, parce qu'il faut quand même que je regarde longtemps et à des moments différents le ciel. Il n'empêche que ce ciel étoilé qui me semble être stable, en fait ne l'est pas. Alors oui, ça peut me donner une image
tout à fait convenable de ce que peut être ce qui est, c'est-à-dire ce qui ne bouge pas, ce qui ne devient pas. Mais il n'empêche que si je regarde avec les yeux de mon corps le ciel étoilé, euh, je suis quand même confronté à quelque chose qui change. C'est-à-dire que je suis confronté, comme dit le texte, à ce qui n'est pas tel que c'est, à ce qui n'est pas immortel, à ce qui n'est pas stable. Bon, et là j'ai un problème, dit Platon. Pourquoi? Eh bien parce que mon âme, elle, est stable. On se souvient que l'âme est éternelle. On se souvient que euh, l'âme, comme tout ce qui constitue l'univers, n'a pas de début, pas de fin, elle est. Et pour qu'elle soit fidèle à elle-même, eh bien, il faut qu'elle se rapporte à des choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'elles deviennent. Je reprends mon ciel. Euh, si je veux comprendre le ciel, et je suis grec, je n'oublie pas que là-haut, là, tout là-haut, 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 eh bien, il y a les dieux, les planètes sont habitées, animées, c'est-à-dire qu'elles ont une âme, c'est un peu ce qui est entre moi et les dieux. Donc c'est, or, c'est ce ciel qui se présente à moi par mes sens, c'est un ciel qui devient, les planètes bougent dans le ciel, elles ne sont pas toujours au même endroit, je ne les vois pas toujours de la même manière. Mais à ce moment-là, le rapport que j'ai avec ces planètes n'est pas un rapport dans l'être, c'est-à-dire dans ce qui est, mais un rapport dans le devenir. Or, ce rapport dans le devenir, eh bien, il est contraire à ce qu'est l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est. Donc, pour que le rapport de connaissance soit juste, ben, il faut que l'âme se rapporte à ce qui est et non pas à ce qui devient. Le ciel, les planètes, les astres sont, donc il faut bien que mon âme se rapporte directement à ce qui est. Et ça, c'est le deuxième alinéa. C'est-à-dire que la pensée va consister à comprendre ce qui est, donc va consister pour l'âme à se rapporter à ce qui est à son image, pour employer un terme biblique, se rapporter à son image, c'est-à-dire se rapporter à ce qui est. Et la pensée, justement, lorsque l'âme va penser, eh bien, elle va se trouver dans ce rapport immédiat avec ce qui est parce qu'elle est. Voilà. Donc, il y a, quand je dis un rapport immédiat, le terme est précis. J'ai un rapport médiat avec le ciel quand je passe par mes yeux, par exemple, mais j'ai un rapport immédiat avec le ciel, c'est-à-dire non médiatisé, qui ne passe pas par un troisième terme. J'ai un rapport immédiat avec le ciel lorsque mon âme, indépendamment et hors de mon corps, lorsque mon âme, hors de mon corps, hors des atteintes de mon corps, va se rapporter à quelque chose qui est son image, à savoir le ciel. Le ciel est éternellement, mon âme est éternellement, les dieux sont éternellement, etc., etc. Et ce rapport d'éternité à éternité, c'est-à-dire non pas d'éternité, attention, oui, éternité ne signifie pas temporalité chez Platon. Éternité signifie instantanéité. Ce qui est est. Ce qui est ne devient pas. Et là, on se souvient d'un texte que je vous avais un peu commenté dans la conférence sur la foi et la raison, Parménide. L'être est, le non-être n'est pas. J'allais dire, ça paraît un truisme épouvantable, il n'empêche que Platon s'en souvient. Quand on dit de l'être qu'il est, ça veut dire qu'il ne devient pas. Il est. Quand on dit de l'âme qu'elle est, ça veut dire qu'elle ne devient pas. Quand on dit du ciel qu'il est, ça veut dire qu'il ne devient pas. Ça, c'est extrêmement important. La pensée
La pensée, ce qu'on appelle pensée, c'est, lisez bien la fin du texte, c'est un état de l'âme. Or, un état est une réalité stable. C'est une réalité sur laquelle la temporalité n'a plus prise. Il n'y a pas de temps de la pensée. Alors, ça, il faudrait coupler ça avec l'idée que la pensée est un dialogue. Qui dit dialogue dit temps. Alors, ça devient un peu compliqué. Alors, ça peut se concevoir tout simplement parce que je ne peux penser la pensée que dans les conditions actuelles de mon existence, et donc d'une manière temporelle. Je, si je reste platonicien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, philosophe, je sais ce qu'est la pensée. Pourquoi? Parce que, par rapport à vous, n'est-ce pas, chers élèves qui n'êtes pas philosophes, qui n'avez pas une âme de philosophe et qui donc êtes tombés dans un corps, mon Dieu, de scientifique en S, alors ça c'est absolument abominable. Mais moi qui suis philosophe, n'est-ce pas, mon âme s'est incarnée dans un corps de philosophe, et donc dans cette matière philosophante, ma foi, je me souviens mieux que vous de ce qu'est la pensée. Je me souviens mieux que vous de cette réalité de la pensée, c'est-à-dire d'un rapport immédiat de l'âme qui est avec ce qui est. Et ce qui est, ce sont les idées chez Platon. Moyennant quoi, je peux bien comprendre qu'aujourd'hui, lorsque je vous parle et que je pense, ma pensée se développe de manière dialogale, bon, se développe dans le temps, mais en fait, lorsque je dis ça, c'est un pis-aller. C'est-à-dire que, bah, ma foi, plutôt que de ne rien dire ou de dire des bêtises, bah, il vaut mieux de dire que je dialogue avec moi-même quand je pense, parce que je dialogue avec moi-même dans les conditions de cette vie actuelle, c'est-à-dire dans une âme, mon âme de philosophe, qui est prise dans ce corps, qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais lorsque je me souviens, bien mieux que vous, de ce qu'est la contemplation, ça y est, on y est, eh bien, lorsque je m'en souviens de manière assez claire et assez précise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis obligé de dire qu'à ce moment-là, l'âme se rapporte immédiatement à ce qui est. L'âme est et se rapporte à ce qui est. C'est pour ça qu'elle se rapporte à ce qui est non mortel. Alors, immortel, oui, ça c'est la traduction, mais athanatos, c'est non mortel, c'est le préfixe privatif. Voilà. Alors, c'est assez rigolo parce que si vous m'avez bien suivi, enfin si on a bien compris Platon, où est la conscience là-dedans? Eh ben, elle est ailleurs et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'âme ne peut pas se rapporter à elle-même. Eh bien justement, c'est ça le problème. C'est que lorsque l'âme, disons, lorsque le cocher qui est mon effort intellectuel, a réussi à faire en sorte que mes deux chevaux, le cheval fou, le cheval fougueux, le cheval désirant, et puis le cheval raisonnable, etc., ont réussi tous les deux à marcher à peu près de concert pour que mon âme contemple, mais ma foi, mon âme ne peut contempler que ce qui n'est pas elle. Ben oui, elle ne peut pas se contempler elle-même puisque elle est ce rapport, elle est ce rapport immédiat avec ce qui est. Et ce qui est, lui, est extérieur, elle n'est que ce rapport contemplatif. Alors c'est très joli, il faudrait peut-être vous en souvenir en ce moment où vous vivez reclus chez vous, parce que l'âme est ce rapport de contemplation. Là, on peut bifurquer vers tout ce qui est esthétique, religieux, tout ce que vous voulez. Mais il n'empêche que la pensée est la pensée de, chez Platon. Ce n'est pas la pensée de la pensée, c'est la pensée de quelque chose. Alors, on se souviendra de ça plus tard. Mais si l'homme a affaire aux idées et à ça seulement, bah, on voit mal où peut se loger la
enfin, ce que l'on appellera plus tard la conscience. La conscience a cette qualité assez étonnante, d'être une réalité réflexive. La pensée, elle, c'est la pensée d'eux. Et il n'y a pas cette réflexivité. L'âme, chez Platon, ne peut pas se contempler elle-même. Elle peut contempler les autres âmes, oui, ça c'est très certainement. Elle peut contempler les dieux, pourquoi? Parce qu'ils sont. Mais elle ne peut pas se saisir d'elle-même dans la contemplation. Voilà, donc nous avons commencé notre parcours dans la conscience par le moment où cette conscience n'existe pas, à savoir le moment platonicien. Voilà, demain, si vous en avez le courage, nous allons parler d'Aristote, parce que chez Aristote, il va y avoir une petite nuance par rapport à Platon qui va peut-être nous amener à réfléchir autrement. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Je pense que vous devez avoir la tête un peu fatiguée de tout ce que je vous ai dit. Donc, je vous convie fortement à apprendre à méditer ce texte de Platon, donc, qui est à la page 24. Et je vous dis à demain, en espérant que vous avez su apprécier la finesse de la mise en scène, tout à la fois sobre et très efficace. À demain.